tous mes remerciements à Contact Entreprise et à José Ayotte. Je serai bref sur la question, puisqu'il faudra aussi que je sois bref pour la conférence. José Ayotte, je n'ai pas vu le livre bleu. Je ne sais pas, mais je ne sais pas s'il n'y a pas de la pensée unique dedans. Ah oui, mais merci. Parce que, bien entendu, si j'ai choisi un thème économique sur la guerre de 14, c'est pour réagir contre une espèce de pensée unique presque universelle qui veut simplement réduire la guerre de 14 à des combats. Est-ce que ce sont seulement les soldats qui ont gagné la guerre? Est-ce qu'il n'y a pas derrière des structures importantes? C'est pour ça que l'économie arrive. Alors pourquoi prendre seulement 1914-1915? Parce qu'il y a une évolution très nette. Ce qui va se passer ici à partir de 1916, c'est tout à fait différent, on peut dire, de ce qui se passait en 14-15, alors que les auteurs habituellement bloquent le tout ensemble. Ça, c'est de la pensée unique, qui est pas d'évolution. La guerre, c'est la guerre. On part de la guerre, on ne sait pas ce qui se passe avant et on ne sait pas ce qui se passe après. Pour aujourd'hui, il faudra un peu voir ce qui se passe avant. Alors, si je prends un certain nombre de vues classiques, on dit que la Première Guerre mondiale a provoqué un emballement de la production romière, globalement. L'État encourage, par le mécanisme des réquisitions militaires, les importations de sucre et de rhum coloniaux. Nous allons voir que c'est possible pour le sucre, mais absolument pas pour le rhum. Le rhum s'est défendu tout seul. Alors, le rhum est ce qui rentre dans la ration alimentaire des troupes, le sucre, et pour le second, dans la fabrication des explosifs. Ça, c'est écrit partout. Il faudra voir ça, si on a le temps, un peu. Ah oui. Et je lis même, dans Blérad, qui est pourtant un économiste, que l'augmentation a été, pour le rhum, de 860% sur le marché français en francs constants de 1913 à 1919. Ça, je regrette. Il faudra qu'on voit cette affaire-là. Alors, on nous dit des industries de guerre. Est-ce propre au sucre et au rhum seulement? Est-ce que le sucre et le rhum ont été intégrés dans le système en même temps? Réquisition. Il faut voir ce que ça veut dire. Est-ce que le sucre et le rhum sont réservés à l'armée quand il est réquisitionné? Que dire donc de la fabrication d'explosifs? Quelle est la part de responsabilité de la guerre de l'État dans l'emballement? Et ne sommes-nous pas en présence d'un phénomène très martiniquais, d'un fait de société, d'une dynamique propre au rhum qui, encore en 1914-1915, loin de nuire au sucre, suit une course parallèle et apporte un complément à l'usine et à l'économie sans empiéter sur la fourniture de canne jusqu'en 1915. Alors, si on regarde globalement, pour comprendre l'évolution, puisque nous n'avons pas de projet, c'est pas grave. Regardons un peu l'évolution de la valeur relative des exportations de sucre et de rhum. Puisqu'il faut regarder la valeur relative. Sinon, il faut faire des calculs extrêmement compliqués pour voir la valeur en francs constants. Or, depuis 1914, il n'y a plus de francs constants. La monnaie d'or ne circule plus. Donc, elle se dévalue. La monnaie se dévalue. Si je regarde pour le rhum, je trouve que de 1913 à 1917,
la valeur relative a été multipliée par 4. Pour le sucre, seulement un peu plus de 60%. Donc il y a là quelque chose déjà qui est assez curieux. Le rhum a augmenté, le sucre a stagné. Si on regarde le pourcentage dans les exportations, là, il y a deux façons de compter. Habituellement, les gens mettent 1909-1913, 1914-1916, 1917-1919. Alors, on voit dans la première période jusqu'en 1913 que le rhum représente à peu près un tiers du produit des exportations. Enfin, le rhum, plutôt le tafia, en réalité. Le rhum d'usine. Enfin, globalement. Si on suit cette façon de présenter, on arrive à 43% entre 1914 et 1916 et 75% de 1917 à 1919. Alors, on dit c'est la guerre. Mais si moi je prends à partir de si je sépare 1913 et 1914 totalement, je m'aperçois, au lieu de mettre 1909-1913, je m'aperçois qu'en 1913, il y a déjà à l'exportation une valeur proche, 11,9 millions contre 12,1 millions pour le sucre. Le rhum talonne déjà le sucre. Et qu'en 1914, eh bien, le rhum passe devant déjà le sucre. 13,4 millions contre 11,9 millions. Et la guerre commence seulement au mois d'août. Vous voyez? Donc il y a une dynamique propre qu'il faut compter. Et tout change à part si vous changez la date à laquelle vous commencez à examiner. Quand on nous dit que le rhum a augmenté de plus de 800%, il faut faire attention. D'abord, je vous dis, ça ne peut pas être en francs constants, puisque les francs or ne sont plus convertibles. Et il y a dévaluation. Il est admis par le syndicat des producteurs de rhum que les prix ont augmenté de 300 à 400% de 1914 à 1919, ce que nous avions déjà entrevu. Alors, il y a bien eu, en 1919, une flambée. Mais ça, c'est à cause de la grippe espagnole et que l'armée avait raflé tout ce qu'elle pouvait comme rhum pour donner des grogues aux soldats, y compris sans doute aux musulmans. Hein, c'était un remède. Mais ce qui est important, c'est de voir, non pas de regarder le prix en France, mais le prix ici et le résultat après transport, assurance, etc. Je ne vais pas entrer dans tous les détails, mais je vous prends, par exemple, qu'en 1916, l'assurance pour un litre de rhum, ça fait 50 centimes, plus surprime de guerre, 56 centimes, 1 franc 0,6. C'est déjà plus cher que le litre de rhum acheté au départ, qui vaut à peu près 0,70. Alors, je vois que là, pour l'instant, en 1916, il y a seulement 40 francs 72 de frais, soit environ 55% de la valeur de la marchandise au départ. Si je passe en octobre 1918, l'assurance est à 110 francs, à multiplier par 103. Le total des frais a été multiplié par 6,7, près de 7 fois. Donc, vous voyez, attention, ce n'est pas le producteur. Le rhum se vend plus cher au besoin, mais tout ne tombe pas dans la poche du producteur. Ce sont les intermédiaires, notamment ceux qui transportent, ceux qui assurent, etc., le fret, etc., qui ramassent la plus grande partie des bénéfices en réalité. Alors,
pourrait continuer longtemps dans ça, mais on n'en sortirait pas. Et nous allons voir un peu le problème des structures, qui, à mon avis, est extrêmement important. Avant la guerre, vous avez une économie normalement libérale. Libéralisme, attention, mais libéralisme à l'intérieur pour la production, protection douanière à l'extérieur. Et on va arriver à la mise en place d'une sorte de, j'appelle ça une sorte de marché commun pour le sucre. Contrôle commun. Ça se fait en 2 étapes. On va créer en 1902, alors avant 1902 si vous voulez, il y a essor du sucre à Saint-Domingue, à Cuba. Ça ne dérange pas les Martiniquais, ça ne les intéresse pas. C'est le sucre qui va vers les États-Unis. Ce qui est dramatique, c'est l'essor du sucre en Allemagne et en Autriche-Hongrie. Alors, à Saint-Pierre, ce sont ces cours-là qu'on surveille. Les lois sur le sucre en Allemagne et les cours du sucre en Allemagne et en Autriche. Alors, il y a tellement de sucre qu'il y a une espèce de guerre sucrière pour exporter. Pour favoriser l'exportation, les États donnent des primes. Et ça va de loin, parce que certains producteurs arrivent à vendre leur sucre à moitié prix de la production, et lorsqu'ils touchent la prime, ils ont un bénéfice. Oui, par exemple, le sucre est revenu à 20 francs, vous le vendez à 10 francs, et avec la prime, vous avez un bénéfice. Alors, le résultat, ça coûte très cher aux États. Ça coûte très cher. Alors, on va chercher des solutions. La solution, alors les colonies en profitaient un peu parce qu'il y avait une détaxe de distance, un déchet colonial, etc., qui faisait qu'il y avait une espèce de prime quand même pour les colonies. Et on va arriver à un accord international qui va être l'Union sucrière internationale de Bruxelles en 1902. Là, il y a la France, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, la Grande-Bretagne, l'Italie, les Pays-Bas, la Suède. La Russie va adhérer plus tard. Vous voyez, les États-Unis n'y sont pas, etc. On ne s'en occupe pas. C'est un consortium européen. Évidemment, l'Angleterre demande toujours des exceptions, etc., mais liées. À partir de là, on va interdire les primes. Plus de primes. Mais ça va jouer aussi sur le sucre de la Martinique, puisqu'il y avait une des taxes qui va disparaître, qui était considérée comme une prime. Plus de subventions quelconques à la production et à l'exportation. Et si vous importez des sucres d'un pays qui accorde des primes, eh bien, on va mettre un droit compensateur. Donc, vous voyez, c'est fait pour vous empêcher de mettre des primes. La Martinique est représentée. Oui, on regarde maintenant, on dit, ouais, il faut ceci, ça a évolué. Et M. Bougenot est assis à la conférence. Ah ouais. Donc la Martinique est représentée à la conférence de Bruxelles. Il défend les intérêts de la Martinique. Alors les colonies perdent leurs avantages, mais la consommation remonte en Europe parce que comme on a supprimé les primes, ça coûte moins cher à l'État. Et l'État se rattrapait en taxant le sucre dans chaque État. Comme il n'y a plus de primes, on n'a plus besoin de taxer le sucre, il devient meilleur marché et la consommation remonte.
Mais malgré ça, on va avoir une chute des coûts parce qu'il y a quand même surproduction. La Martinique sera très touchée parce qu'il y a en plus les conséquences de l'éruption, etc. Mais ce n'est pas l'éruption qui fait effondrer les cours, c'est le mécanisme international. Les prix, ce qui valait encore 27 francs à peu près en 1900, va tomber à 16 francs, etc. Et alors il va falloir resserrer les coûts. Déjà avec la crise de 80, ça avait commencé. Il faut réduire les coûts de production. Alors, on ne nous décrit pas les mécanismes qui ont été utilisés. Mais il n'y en a que deux possibles. Moderniser la production, parce qu'ils sont arrivés bien souvent à produire à moitié prix de ce que c'était il y a une dizaine d'années avant. Donc il y a eu modernisation, et puis il y a en plus compression sur les salaires. Ah, évidemment. Il n'y a pas quatre chemins. Or, il se trouve qu'à la veille de la guerre, il y a eu de mauvaises récoltes en Europe. Et là, les coûts ont commencé à remonter. Ce qui est assez curieux, c'est qu'ils remontent sur le sucre, mais ils remontent aussi pour le tafia et le rhum. C'est antérieur à la guerre. Alors, arrivons maintenant à la guerre. La guerre, c'est le début d'août. En quelques jours, la bataille des frontières est perdue. Mais attention, perdre la bataille des frontières, c'est perdre toutes les régions betteravières. Le sucre français est parti. Alors, on va s'organiser et on commence par multiplier, par avoir des structures qui, c'est pas si vous voulez, c'est un dirigisme qui s'avance. On multiplie les postes de sous-secrétaire d'État, des commissions, des comités, qui ont au départ des fonctions consultatives. Puis en 1916, ça va être plus complexe pour les comités. Et première mesure, suppression de la convertibilité du franc en or. On va voir comment ça va nous tomber dessus. On crée, dès le mois d'août, un organisme nouveau qui s'appelle la Commission supérieure du ravitaillement et qui réserve les denrées coloniales, donc le sucre et le rhum, le sucre principalement, uniquement aux alliés. Interdiction d'exporter à d'autres. On va aussi, très vite, dès le mois de septembre, alors que le gouvernement est replié à Bordeaux, créer un service du ravitaillement civil avec un sous-secrétariat d'État au ravitaillement. Là, il s'agit de ravitailler la population en facilitant et en contrôlant les importations et la répartition des denrées. Et alors, très vite, on va impliquer l'armée. L'armée qui travaille pour les besoins civils et militaires. Ça, c'est le travail des intendants militaires. On va retrouver d'ailleurs la même chose en 1940. Et c'est l'amiral Robert qui, lorsqu'il va prendre le pouvoir, va remplacer l'intendant militaire par un contrôleur de la marine. Mais on avait appliqué d'abord le même système, que l'intendant militaire s'occupe des besoins civils et militaires. Alors attention aux réquisitions. Parce que quand l'armée réquisitionne, ce n'est pas forcément pour l'armée, c'est pour les besoins civils et militaires qui sont répartis par les organismes nouveaux. Et par exemple, là, le gouvernement demande à l'administration militaire de faire des achats pour la population civile dans le cadre du service du ravitaillement civil. Et ce sont les intendants militaires qui s'occupent de ça. Et alors,
on va voir surgir un système qui va se préciser d'ailleurs l'année suivante, à partir de 1916. C'est ce qu'on va appeler l'économie de guerre intégrée, par opposition au système austro-allemand qu'on appelle l'économie de guerre segmentée. Côté austro-allemand, l'armée prend ce dont elle a besoin et vous vous débrouillez avec le reste, s'il en reste. Résultat, eh bien, il y a quand même quelques directives, mais qui vont poser problème, puisque les pommes de terre et le blé vont remplacer la betterave. Donc l'Allemagne n'aura plus de sucre non plus, l'Autriche. Alors en 1914, il y avait encore quelques petites contrebandes de l'Autriche passant par l'Italie pour aller en Afrique du Nord, par les Pays-Bas, sucre allemand, sucre autrichien, qui est pour entrer en France. Mais ça va s'arrêter. Et côté français, eh bien, là, ce sont des structures qui mettent en place, qui sont mises en place à la fois pour partager entre l'armée et les civils. Vous voyez, ce n'est pas le système où l'armée prend ce qu'elle veut et puis on voit le reste, ça va déclencher des disettes en Allemagne, des choses comme ça. C'est un système où on essaie d'entendre un équilibre entre l'armée et la population civile, ne serait-ce que pour le moral de la population. Alors, les structures ne vont pas tellement évoluer, sauf, et on va voir arriver d'ailleurs à la fin de 1915, à la fin de 1915, on va arriver un certain Clémentel qui va être le grand patron de l'économie pendant toute la guerre. Alors évidemment, ça va évoluer, parce qu'au départ, vous voyez, nous sommes sur un système purement français, mais ça va devenir franco-anglais, et même franco-anglo-américain, etc. C'est pour ça qu'il y a une évolution à partir de 1916 qui n'est pas la même. Alors comment on a appliqué ça ici? En 1914, il y a donc deux produits phares, sucre et rhum. Mais seul le sucre rentre dans ce qu'on peut appeler l'économie de guerre. L'économie de guerre, mais toujours, il ne s'agit pas de ravitailler seulement l'armée, il s'agit de partager entre l'armée et les civils. Un des premiers télégrammes qui arrive dès le 11 septembre est le suivant. En raison de guerre dans le Nord France, où culture betterave, télégramme, donc il n'y a pas tous les mots, sera très compromise cette année. Oui, elle est plus que compromise, elle est aux mains des Allemands. Avisés planteurs auront grand intérêt à ne pas fabriquer rhum, dont écoulement sera difficile, et devraient porter effort sur fabrication sucre, dont le pays aura besoin et dont coûts seront probablement très élevés. L'État n'a jamais dit faites du rhum. Alors qu'on trouve partout, l'État a encouragé la production. Jamais. L'État a dit ne faites pas ça. Ça ne se vendra pas. Donc vous voyez bien qu'il y a quelque chose, une dynamique propre qui fait que ça a évolué. Alors, pour le sucre, pour tous les produits coloniaux, interdiction d'exporter vers les pays avec la France, qui sont en guerre avec la France. Mais il y a des problèmes qui vont se poser tout de suite. Parce que, bon, il y a un très gros déficit pour le sucre, à peu près 2/3. La Martinique doit apporter à peu près 40 000 tonnes, la Réunion et la Guadeloupe à peu près autant, et il va falloir importer de l'étranger. Alors, le prix commence à monter. Même les Américains cherchent à rafler des stocks, mais en réalité, il n'y a plus rien à acheter à cause de la structure du commerce du sucre et du tafia, surtout à l'époque. Les usiniers
vendent par avance à des commissionnaires. Et lorsque le bateau arrive, c'est la veille ou le jour de l'arrivée, bien, ils sont payés suivant le cours du sucre à ce moment-là. Mais c'est retenu. Et même pour 1915, ben, ils n'ont pas de sucre libre. En 1914, ils ont déjà vendu la récolte, puisque la guerre commence en août. Et pour 1915, eh bien, c'est déjà placé. Ils n'ont pas de marge dessus. Mais les prix du sucre bondissent. Alors, qui fait les bénéfices? Ceux qui ont importé le sucre. Et il y en a un quand même qui s'en tire bien, c'est Bougenot. Puisque, bien sûr, il avait d'abord acheté une tombe à Saint-Pierre en disant, bon, je vais finir ma vie ici. Puis il a changé d'idée, il est rentré. Il a laissé tomber toutes les directions d'usine. Il est rentré, mais il n'a pas vécu en rentier. Il a laissé le travail de l'usine à de la Garrigue. La Garrigue lui expédie le tafia et le sucre, et c'est lui qui vend. Donc quand le sucre est monté, les producteurs martiniquais n'ont rien eu, puisque c'était déjà vendu à l'arrivée, à la veille de l'arrivée ou le jour de l'arrivée, au cours du moment où le sucre est arrivé avant le mois d'août. Les derniers bateaux partent en juillet. Et Bougenot, lui, ben, il a ramassé sa part, parce qu'il fait les deux. Non. Mais alors, ici, le problème que ça va poser, c'est la question des dollars. La monnaie française n'est plus convertible. Voilà. Or, aussi bien l'huile et la morue que les pièces d'usine, ça vient très largement des États-Unis. Alors, ça va poser de très gros problèmes. Et c'est ainsi que Rimbaud, qui à l'époque est le grand Manitou, il va avoir toujours une grande place en 1916 et 17-18, mais le système va évoluer puisqu'on va faire appel aux syndicats patronaux. Normalement, on aurait dû faire appel aussi aux syndicats ouvriers, comme en France, mais ils ne sont pas très structurés ici. Alors les syndicats patronaux vont jouer un grand rôle à partir de 1916 parce qu'on les consulte, etc. Mais 14-15, c'est Rimbaud, président de la Chambre de commerce, qui est à la fois négociant, qui tient en même temps le Crédit martiniquais, etc. Et Rimbaud écrit « Notre patriotisme ne doit pas être suspecté, mais le sucre roux, parce qu'il était interdit d'exporter même le sucre roux. » Alors cette histoire de sucre roux, c'est compliqué. Parce que si vous regardez certaines statistiques métropolitaines, on a l'impression qu'on importe du sucre roux de la Martinique. C'est en fait le sucre de deuxième catégorie. Ça dépend du titrage. Ici, sucre roux, c'est un sucre mélasseux qu'on n'arrive pas à exporter vers la France. La France achète ce qu'on appelle le sucre blanc. Mais une partie, c'est encore exporté plus ou moins vers les États-Unis. Or, si vous interdisez l'exportation du sucre roux, il n'y a même pas moyen de se procurer quelques dollars. Et s'il n'y a pas de dollars, il n'y a pas d'huile et de morue, il n'y a pas de travail, etc. Bon. Plus les fournitures pour les usines, qui sont vraiment, ça vient d'Amérique. Alors on va finir par arranger ça, par ouvrir des crédits, mais ça a été assez compliqué. Alors ce qui est assez curieux, c'est que Rimbaud dit, oui, mais il y a du sucre roux disponible. Et je me prépare à en expédier 750 tonnes et 500 tonnes par mois à partir de novembre. Parce qu'il les prend. Visiblement, il s'agit d'importation des colonies voisines, anglaises notamment, et du Suriname. Parce que même s'il y a quelques vieilles sucreries qui fabriquent encore des choses comme ça ici, elles n'ont pas tout ça. Or, on a fait des recherches, il n'y a pas de stock de sucre disponible, à part le sucre qu'il faudra de façon nécessaire pour la population.
faut même empêcher les Américains d'acheter le peu qui reste. Alors, ça veut dire déjà que ce n'est pas du sucre martiniquais. Ce sont des choses qui transitent et qui créent de la valeur ajoutée. Donc, nous disions que l'État n'a pas encouragé la production de rhum et a dit au contraire, faites du sucre, pas du rhum. Et il n'empêche que la production de rhum va monter, je vous ai dit, avec les prix qui ont quand même augmenté plus rapidement que ceux du sucre. Alors, essayons d'éliminer un peu le problème du rhum industrie de guerre, rhum pour les explosifs. Ah, tout le monde écrit ça, hein? Même la paix en 1917, les poilus sur le front, les fabriques d'explosifs à l'arrière absorbent cette production chaque jour plus intense. Je n'ai rien trouvé qui permette de confirmer cette affaire-là. L'armée achète en 1916 et réquisitionne la moitié, mais c'est à la demande des producteurs qui disent vous réquisitionnez le rhum à l'arrivée en France, au prix France, avec le bénéfice des gens qui l'ont importé, et nous pendant ce temps-là. Ah. Et c'est comme ça qu'on va finir par se décider à réquisitionner la moitié sur place, à moins cher que les producteurs espéraient, mais ça va être rémunérateur. Mais pour les explosifs, alors là, attention, il faut de l'alcool rectifié à 95 degrés habituellement. On a réussi à faire ça pendant la Seconde Guerre mondiale ici, et on mettait dans les voitures. À l'époque, personne ici n'a les moyens de faire de l'alcool rectifié. Et la question a été posée. Parce qu'en 1914, la France n'a presque pas d'artillerie. Un peu d'artillerie. Mais on dit même que ça fait un fantassin pour une douzaine d'artilleurs. Une douzaine de fantassins pour un artilleur. À partir de 1915, comme les Allemands ont beaucoup d'artillerie, on augmente. Mais il faut beaucoup d'obus. Bon. Alors, le gouvernement va dire, est-ce qu'il y a, pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, est-ce qu'il y a des quantités de mélasse disponibles pour les expédier, pour qu'on fasse de l'alcool rectifié avec? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de stock disponible. Puisqu'on fait du rhum, du tafia avec. Et on dit, mais enfin, ce sera plus facile de transporter du tafia que de la mélasse qui va couler en chemin, etc. Il faudrait des conteneurs en métallique. Bon, c'est compliqué. Alors, le ministère lui dit quand même, à combien ça reviendrait? Moi disant bien, attention, en France, c'est 100 francs l'hecto. Il ne faut pas que ce soit plus cher. Mais, et en nous, qui est bien placé près du gouverneur, a monté une affaire, il importe tout de suite un peu plus de 500 hectolitres d'alcool rectifié du Suriname. Et il essaie de le placer. Il le place à 2 fois plus cher que ce qu'il y a en France. Résultat, 6 mois après, il a encore son alcool rectifié sur les bras. Parce que le gouvernement avait dit, soyez prudents, faites l'enquête, mais ne commencez pas. Attention, 100 francs l'hectolitre, c'est le prix en France. Je ne sais pas si on a fini par se débarrasser de son alcool rectifié. Mais, vous voyez, l'idée, c'était d'en importer du Suriname
de le revendre à Paris en faisant plus-value. Mais alors la question est, je n'ai pas trouvé un litre d'alcool martiniquais ou guadeloupéen ou réunionnais qui ait été transformé. Dans aucun dossier, je n'ai trouvé qu'en France, on a pris un produit qui revenait déjà plus cher, parce qu'il y a le transport, etc., que l'alcool rectifié en France, pour en faire de l'alcool rectifié. Par contre, à partir de 1917, surtout, on va voir importer des quantités considérables des États-Unis. L'alcool de maïs qui vient des Grandes Plaines, et à la Nouvelle-Orléans, il y a de la canne, mais c'est de l'alcool de bois. Vous ne connaissez pas ça? C'est de l'alcool de bois rectifié qu'on importe. Ça pose des tas de problèmes pour importer de la poudre directement des États-Unis ou des obus. Parce que les normes américaines ne sont pas les normes françaises. Alors surtout pour les canons, si la poudre ne correspond pas aux mêmes normes, vous êtes obligé de refaire toutes les tables de tir. Donc il y a eu un grand débat pour savoir s'il fallait importer de la poudre américaine ou de l'alcool rectifié américain. Mais on a plutôt importé de l'alcool rectifié américain par centaines par dizaines de milliers d'hectolitres. Mais alors, ici, la question du rhum rectifié a soulevé celle des mélasses importées. Vous avez eu une grande époque de mélasse. C'est l'époque de Saint-Pierre. Puisque Saint-Pierre importe des mélasses de toute la région. Vous avez en plus pas mal de distilleries hors de Saint-Pierre qui importent des mélasses, Meyer par exemple, et qui font de la valeur ajoutée et envoient en Europe du tafia coloré au caramel. C'est déjà une invention de Saint-Pierre parce qu'on trouve dans les actes notariés, quand on vend certaines distilleries à Saint-Pierre, le bac à caramel. Oui. Les Guadeloupéens n'ont pas l'air de faire ça. C'est une invention de Saint-Pierre. Mais quand Saint-Pierre a été rasé, ça a entraîné des mutations. Parce que les usines ne distillaient presque pas. Avant l'éruption, il y a surtout Bougenot et Simon-Ayotte qui font du tafia avec leur mélasse. Les usines vendaient leur mélasse. Maintenant qu'il n'y a plus d'acheteurs pour la mélasse, les usines se sont mises à distiller leur mélasse. Ça va progressivement, mais enfin. Et l'importation de mélasse a été bloquée par les lois douanières. Surtout ici, en 1895, on a taxé les mélasses. C'est pour des raisons très complexes que je ne vais pas rentrer dans les détails. Résultat, ça a entraîné un effondrement de l'importation de mélasse, même avant déjà l'éruption. Mais avec l'augmentation du prix du rhum qui se fait depuis 1911 et nettement 1912, eh bien les gens importent de nouveau des mélasses. Ils commencent à en importer. Et ça va aller, à partir de déjà en 14, il y en a pas mal. En 1915, ça augmente. En 1916-17, n'en parlons pas, l'État va finir par interdire ça, puisque l'État trouve qu'on fait trop d'alcool. On va interdire l'importation de ces mélasses étrangères qui font de la valeur ajoutée, mais qui ne touchent pas aux cannes des usines au départ. Jusqu'en 1915, ça ne touche pas aux cannes des usines. C'est de la canne qui vient, ça vient d'ailleurs. À partir de 1916, ça va être un peu différent. Mais, oui, d'accord, je vais résumer, on va y arriver. On va y arriver.
Et alors, il y a quand même un petit problème pour les mélasses étrangères, c'est qu'on s'aperçoit qu'au départ, qu'il y a une amphibologie. Il y a deux façons, c'est comme pour l'histoire du sucre roux. Qu'est-ce que ça veut dire mélasse étrangère? On pense les îles anglaises, le Suriname, hollandais, et on ne s'aperçoit pas que les mélasses guadeloupéennes sont mélasses étrangères, parce qu'elles ne sont pas produites ici. On va le comprendre qu'en 1917, on va interdire l'importation des mélasses étrangères. Parce que les usines guadeloupéennes avaient commencé à utiliser leur mélasse, elles n'importent pas de mélasse. Mais les producteurs de Marie-Galante sont assez particuliers. Il y a des usines, mais il y a tout un volant de producteurs traditionnels qui fait, c'est de la mélasse, c'est du sucre mélasseux, c'est tout ce qu'on veut, et qui exportait vers la Martinique. Lorsqu'on a interdit l'importation des mélasses étrangères, on dit, mais, et ceux de Marie-Galante? Ah, ça a posé de gros problèmes, parce qu'on dit, vous allez ruiner Marie-Galante, vous allez ruiner les petits propriétaires de Marie-Galante. Et c'est là qu'on comprend que mélasse étrangère, ça peut être mélasse vraiment étrangère, mais ça peut être aussi mélasse qui viennent de l'extérieur. Donc il faut faire attention au vocabulaire. Et traître. Alors, si je passe simplement aussi pour montrer l'augmentation, l'évolution du rhum, à la question des distilleries. Madame Andrivon-Milton, qui a fait un livre très bien, c'est excellent son truc sur la guerre de 14, mais elle est partie, si vous voulez, de la pensée unique, la guerre. Alors, quand elle prend des chiffres de création de distillerie, elle démarre en 1915, puisque fin de 14, ça ne compte pas tellement, elle démarre en 1915. Résultat, ça donne un accroissement régulier. Vous en avez 4 en 1915, 4 ouvertures en 1915, 10 en 1916. La guerre. Et moi, je prends bien avant. En 1912, j'avais déjà 5 ouvertures. Ça fait plus que 1915. En 1913, ça faisait 7. Plus 8 enquêtes de Komodo-Inkomodo. Alors attention, tant qu'il y a eu les alambics, n'importe qui peut faire son rhum ou son tafia. Lorsque on est passé à la colonne de distillation, ça commence sous la Restauration et ça se développe notamment sous la Troisième République, si vous voulez. Étant donné l'ampleur du système, ces établissements ont été classés comme insalubres et dangereux. Donc il faut faire une demande, le maire fait une enquête de Komodo et Inkomodo, et ensuite, ça passe devant le comité d'hygiène, qui est un système assez global là, pour toute la santé, etc. Et à ce moment, on vous donne ou on ne vous donne pas l'habilitation. Donc les enquêtes de Komodo et Komodo indiquent en même temps, même s'il n'y a pas les noms des gens et pourquoi, qu'il y a des gens qui espèrent ouvrir. Et en 1913, nous avons 78 distilleries. Mais attention aux chiffres là encore, parce que quand ça marche bien, on travaille, surtout qu'il y a des grandes, il y a des petites, etc. Quand ça ne marche pas, quand ça ne paie pas, on arrête. Et sur les 78, il y en a seulement 67 en activité. Même si elles n'ont pas fermé. Alors, si je prends donc à partir de 1912, j'ai un mouvement ascendant qui est bloqué
en 1914, qui stagne en 1914 et qui est bloqué en 1915. Parce que le gouvernement a dit, ne faites pas de rhum, faites du sucre. Ça, le rhum ne va pas se vendre. Et on a même eu des problèmes pour des gens qui ont dit, on va être obligé de mettre toutes sortes de gens au chômage. Donc, vous voyez, ce n'est pas la guerre qui provoque l'ascension. La guerre, au départ, provoque une chute, une stagnation, et après, ça repart. Et à ce moment-là, on peut parler de la guerre. Ça ne dérange pas tellement l'économie sucrière. Je prends simplement l'exemple du Gros Monde. Il y a, depuis les années 1912, une remontée de la canne vers les mornes. Eh oui, le Gros Monde n'est pas un terroir à usine. Or, en 1800, j'ai pris là, en 1800, avant 1906, j'ai quatre distilleries. Bon. Entre 1906 et 1912, on va ouvrir 3 distilleries. Donc j'ai 7 distilleries en 1917. Et après, ça va monter à 10 et même 11. Vous voyez, il y a une remontée de la canne. On voit ça aussi vers Saint-Pierre. Une remontée vers la canne, vers le Monde Rouge, etc., qui ne gêne pas les usines au départ. C'est après qu'en 1916-17, les gens vont aller mettre des distilleries dans la plaine du Lamentin. Ça va être autre chose. C'est une autre période. Alors, donc il n'y a pas emballement avec la guerre, il y a au contraire d'abord stagnation, ralentissement, et ensuite une reprise. La guerre a accentué la demande et avec la dévaluation fait monter les prix, mais pas en point constant. La guerre, pas les besoins de l'armée. Eh oui, la Martinique était avant la guerre déjà en tête de l'industrie rhummière. Il y avait déjà le syndicat des producteurs, etc., depuis les années 80. Et vous avez une dynamique propre aux distilleries agricoles qui est assez fondamentale puisque par rapport à la Guadeloupe, le rhum guadeloupéen est consommé très largement en Guadeloupe, au moins 40%. La Martinique, le rhum commence à être exporté. Alors on dit que c'est parce qu'il n'y a pas de taxe. Attention, la taxe à l'exportation porte sur le sucre et le tafia. Donc ceux qui exportaient du rhum, au départ ils ne sont pas très nombreux, ne payaient pas de taxe à l'exportation. Mais le principal chapitre de revenus du Conseil général, c'est la taxe à la consommation sur le rhum. Attention, il faut, pour que le Conseil général puisse payer les instituteurs, il faut que le prolétaire boive sa roquille de rhum tous les jours. Ah ouais, ouais. Après on dit que c'est les béquets, mais il n'y a pas que les béquets. Mais oui, c'est le principal chapitre, taxe à la consommation. Et vous avez une multiplication des petites distilleries qui reprennent. Elles avaient disparu pratiquement, elles remontent, comme au Gros Monde, où il y avait des sucreries qui avaient disparu, et ça renaît sous forme de distillerie. Avec l'apparition d'une espèce de classe moyenne de distillateurs. Oui, parce qu'il y a des gros, mais il y a des tout petits. Pas avoir des chiffres, etc. Alors, pour l'évolution, nous avons donc à la fin de 1915 un nouveau ministère avec un certain Clémentel que j'ai cité et qui va engager la France dans
un couplage France-Angleterre, tout en renforçant l'organisation nationale. Vous allez avoir d'un côté en France Clémentel, de l'autre côté Lloyd George en Angleterre, qui vont diriger le système. C'est pas libre, c'est pas du, comment dirais-je, c'est pas du bolchevisme, mais il faut faire très attention, c'est très encadré. Alors, ce qui va évoluer aussi, c'est le renforcement du rôle des comités et le partage des tâches, avec la consultation plus large. Vous avez vu au départ la Chambre de commerce qui discutait. Maintenant, il va y avoir syndicat du rhum, syndicat de planteurs de canne, syndicat des usiniers qui vont être appelés à discuter pour la fixation des prix, etc., même s'ils n'ont pas toujours raison. Donc, parce que il faut un prix rémunérateur qui permette en même temps d'augmenter les salaires en fonction de l'inflation, de payer la canne en fonction de l'inflation pour maintenir la paix sociale. Donc, vous voyez la globalité du système. Je vous remercie.